sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le temps est donné ce matin à l'ouverture des travaux. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a pris part aux côtés de ses pairs. On fera le point dans cette édition. Le nouveau commandant de la garde nationale et nomade du Tchad, Tahirou Youssouf Boye, a pris officiellement fonction ce matin au cours d'une cérémonie présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, Mamata Abali Salah. Plusieurs responsables militaires ont répondu présents à la dite cérémonie. Et puis la police nationale lève ce soir l'équivoque sur l'arrestation du secrétaire à la mobilisation de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, Malik Ibete Ibrahim, auteur de l'assassinat d'une lycéenne de 17 ans en 2014. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Dans l'actualité ce soir, au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le temps est donné ce matin avec l'ouverture des travaux. À Yaoundé, le président de la République, Idriss Déby Itno, a pris part activement aux côtés de ses pairs. La rencontre est axée sur l'intégration sous-régionale, la question du franc CFA, entre autres. On fait tout de suite le point avec notre envoyé spécial, Suleiman Diabo. Le temps vient d'être donné ici au palais de l'unité de Yaoundé. Dans la capitale camerounaise, les chefs d'État des 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale souhaitent insuffler un nouvel élan à cette organisation sous-régionale. La présence des 5 chefs d'État, dont le président de la République, Idriss Déby Itno, et le Premier ministre gabonais, s'inscrit bien évidemment dans cette logique. Le sommet extraordinaire qu'a convié le président en exercice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Paul Biya, pose sur la table des lancinantes questions qui continuent de freiner le développement des pays de la sous-région. La question de l'avenir du franc CFA face à la spéculation, le faible recouvrement des ressources de la CEMAC, l'intégration sous-régionale et surtout le nouveau foyer de tension qui persiste dans l'espace CEMAC exige une mobilisation totale. C'est ainsi que désormais la CEMAC doit se doter d'un mécanisme capable de structurer seul ou avec les partenaires à même d'accompagner les pays dans la mise en œuvre des projets de développement. À l'ouverture des travaux de ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, le président en exercice Paul Biya a fait le bilan de la marche de l'organisation avant d'insister sur les défis auxquels font face les 6 États. Le président camerounais en appelle à des mesures complémentaires pour accélérer la croissance économique. L'appui du Fonds monétaire international, de la Banque africaine du développement et de l'Agence française du développement et bien d'autres ont été salués. Pour le président Paul Biya, l'appui de ces institutions a permis d'accompagner la sous-région qui sort progressivement du marasme économique de 2016. Un communiqué final est venu sanctionner les travaux à huis clos des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et puis sachez qu'à l'issue du sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale tenu à Yaoundé au Cameroun, le président de la République, Idriss Déby Itno, a regagné N'Djamena ce soir. Le chef de l'État a été accueilli au bas de la passerelle par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Païmedebe, quelques membres du gouvernement ainsi que ceux du cabinet de la présidence de la République et le maire de la ville de N'Djamena. Voilà, et puis comme vous le savez, N'Djamena a abrité du 19 au 21 novembre 2019 la 3e édition de la conférence des ambassadeurs dont le thème est le renforcement de l'outil diplomatique face aux défis sécuritaires et le développement durable.
Une rencontre présidée par le chef de l'État qui a dans son intervention mis l'accent sur le rôle que doit jouer la diaspora sur le plan économique en Afrique et particulièrement pour le développement du Tchad. Ce soir, notre reporter Grangacham Irima revient sur l'implication de la diaspora en Afrique et surtout son apport dans l'économie nationale. Suivez son commentaire. Je tiens à souligner, comme je ne cesse de le rappeler lors de mes déplacements à l'extérieur, que l'implication de notre diaspora à l'effort de développement de notre pays est une priorité et une nécessité absolue. Ce sont les propos du président de la République lors de la 3e édition de la conférence des ambassadeurs dont le thème est le renforcement de l'outil diplomatique face aux défis sécuritaires et de développement durable. Il s'agit pour le président de reconnaître le rôle joué par la diaspora dans l'économie nationale et inviter cette dernière à apporter son soutien sans faille à l'émergence du continent africain. Lors de ses multiples déplacements à l'extérieur, le chef de l'État ne cesse de rencontrer la colonie tchadienne et lui donner des sages conseils, celui d'être les ambassadeurs de leur pays. Depuis les indépendances, les pays africains connaissent à des degrés divers l'immigration de leurs ressortissants vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Cette migration était surtout perçue comme un blocus au développement du continent africain. Mais plus tard, cette perception va évoluer pour faire place à une considération nouvelle positive. Les immigrants représentent aussi potentiellement des diasporas susceptibles d'être mobilisés au profit du développement de leur pays d'origine. Bien qu'ayant physiquement quitté le pays natal et le continent pour un avenir meilleur, la diaspora a maintenu un lien fort avec l'Afrique à travers divers mécanismes. Aujourd'hui, la diaspora joue sa partition en termes de transfert de compétences et de devises. C'est pourquoi le chef de l'État Idriss Déby Itno estime que la diaspora peut encore faire mieux, en particulier sur le terrain du développement économique. Une nouvelle feuille de route a été tracée lors de la 3e édition de conférence des ambassadeurs et la diaspora occupe une place de choix sur le tablier du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Le nouveau commandant de la garde nationale et nomade du Tchad, Tahirou Youssoufou Boye, a pris officiellement ce matin fonction au cours d'une cérémonie présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité et des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah. Plusieurs responsables militaires ont répondu présents à la dite cérémonie. Aman Issa Kazina. L'administration est une continuité, dit-on souvent. Ce principe fondamental et propre au service public trouve sa place ce vendredi 22 novembre 2019 à cette solennité. Ici, nous sommes dans la grande cour de la garde nationale et nomade du Tchad. Officiers supérieurs, officiers généraux, responsables des grandes formations militaires avec à leur tête le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Tahir Erda Tahiro, tous ont répondu présents pour dire oui à la continuité administrative. À ce moment précis, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah, fait son apparition. Il passe donc en revue la troupe avant de serrer la main des différents responsables rangés pour l'accueillir. Sans perdre une seconde, le ministre procède à l'installation du nouveau COMGNT suivant l'observation des rites militaires. La cérémonie a un caractère purement militaire. Pas besoin de discours du commandant sortant Ahmad Boukouni Morali, moins encore de l'entrant Tahirou Youssoufou Boye. Comme d'habitude et avec la même ferveur, Mahamat Abali Salah rappelle que ce changement opéré n'est pas un fait du hasard, car selon son propre terme, il y a certains défis de l'heure qui méritent une attention particulière et qui doivent être relevés. Depuis la tenue du forum inclusif et la mise en place du gouvernement de la 4e République, plusieurs recommandations ont été formulées dont l'exigence de la population a conduit à un débat occasionnant une réforme profonde sur la sécurité intérieure, surtout en ce qui concerne la déontologie de la garde nationale et nomade du Tchad. Les changements successifs intervenus en un an à la tête de la GNT démontrent à suffisance le souci constant de la hiérarchie de la rapprocher au maximum de la population jusqu'à l'arrière du pays.
à travers vos services déconcentrés, vous serez appelés à prêter main forte pour l'instauration de la sécurité intérieure, afin de parer aux éventualités. Notre armée en général est reconnue pour sa ténacité et son abnégation. Cependant, il y a une obligation de l'organiser en matière de discipline, car les hommes de kaki doivent servir de référence pour la sécurité de la population. Tout en saluant l'effort du commandant sortant, le ministre a, dans un langage clair et sans détour, invité l'entrant à prendre à bras le corps les défis sécuritaires de l'heure. En ce qui concerne la nouvelle mission de la garde nationale et nomade du Tchad, elle doit reprendre son rôle d'attente pour faire régner l'autorité de l'État, contribuer au rétablissement, au maintien et à la préservation de la paix sociale sur toute l'étendue du territoire national. Ces défis, cette réforme, cette mission est obligatoire. Je dirais tout à l'heure plus haut que les différents changements qui ont intervenu dans l'année au niveau de la GNT montrent à suffisance que nous, on est déterminés. L'intérêt suprême, l'intérêt national prime sur l'intérêt individuel. Ça doit être votre logique. Nous allons être plus proches de la population. Et nous allons être fiers, c'est-à-dire la population doit être fière si nous sommes à côté d'eux. Vous êtes là pour ça, nous sommes là pour ça, et nous allons veiller sur ça. À chaque pareille occasion, le chef du département en charge de la défense nationale et de la sécurité, le général des corps d'armée Mohamed Abbali Salah, a toujours insisté sur le professionnalisme des hommes entrés, seul moyen d'être proche de la population. Levier institutionnel d'intégration et de régularité des populations non sédentaires, la garde nationale et nomade du Tchad a été toujours considérée comme gardienne de la cause juste. Elle compte à ce jour plus de 8000 hommes. Voilà, et puis la police nationale, par la voix de son porte-parole, a fait un point de presse ce vendredi pour lever l'équivoque sur l'arrestation du secrétaire à la mobilisation de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme. Malik Ibet Ibrahim, c'est son nom, est accusé d'être l'auteur de l'assassinat d'une lycéenne nommée Fatime Hamza Moussa, âgée de 17 ans en 2014. Pour plus de détails, je vous propose de suivre le porte-parole de la police nationale, Paul Manga. L'objet de ce point de presse de ce matin consiste à lever l'équivoque sur l'arrestation du secrétaire à la mobilisation de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, CTDH, en la personne de Malik Ibet Ibrahim. Il vous souviendra qu'en date du 7 avril 2014, Mademoiselle Fatime Hamza Moussa, mineure de 17 ans et élève en classe de terminale au lycée arabe Goni de Redoumé, fut enlevée, puis lâchement abattue avec une arme à feu et son corps jeté dans la zone boisée de Gouti. En ce temps, la police avait été interpellée et la presse a fait largement écho de ce crime odieux. 5 ans plus tard, les enquêtes menées par la police nationale ont permis d'identifier et d'arrêter l'auteur de cet acte lâche et barbare qui n'est autre que le secrétaire à la mobilisation de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, Malik Ibet Ibrahim. Curieusement, l'arrestation de ce bourreau bien identifié fait l'objet de tapage médiatique depuis quelques jours par certaines organisations de la société civile et des syndicats qui se font passer pour des avocats du diable sans vérification aucune des faits. Nonobstant les faits qui lui sont reprochés, ces organisations signent et persistent en innocentant l'auteur de cet acte criminel et odieux.
Eu égard à ces allégations mensongères, la police nationale est en droit de s'interroger sur les motivations réelles de ces organisations qui prétendent défendre les droits de l'homme, tout en soutenant les personnes qui ôtent le sommeil aux paisibles citoyens et sèment la désolation au sein de la population tchadienne. C'est pourquoi, au lieu de se lancer dans le dilatoire en sémant la confusion, elle les invite à vérifier leurs sources avant de diffuser quoi que ce soit. Dès lors, la police nationale voudrait bien éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale que cette arrestation opérée a bien respecté les procédures judiciaires et l'auteur interpellé, présent devant vous ici, répondra de ses actes devant la justice. Voilà, ce sont là des propos recueillis par Yahya Mohamed Ali. Tout autre chose à présent, la deuxième édition du festival d'Ari. La date est connue depuis ce matin. L'annonce a été faite par la ministre de la Culture, Madeleine Alingé. Ce festival aura lieu du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020. 23 provinces seront représentées. Un extrait de ces propos. Pour cette seconde édition, le comité d'organisation a fait preuve d'une grande imagination et d'innovation, réservant aux festivaliers encore plus d'activités et de surprises à découvrir. Les provinces, les 23 provinces de notre nation, vivier et coffre de notre trésor culturel, se sont mobilisées par les groupes et danses folkloriques qui s'entraînent déjà dans leur lieu afin de rivaliser entre elles, entre les différentes provinces, pour la première fois à la place de la nation. J'invite d'ailleurs tous nos concitoyens également à se mobiliser massivement derrière les équipes provinciales pour que chaque province leur apporte tout leur soutien nécessaire pour cette compétition nationale. Plusieurs entreprises ont déjà répondu présentes en nous signifiant leur engagement à prendre part à l'aventure d'Ari, qui capitalise sur le succès de l'année dernière. Il est ici également lieu de les remercier pour la confiance qu'ils nous font et nous invitons tous les autres entrepreneurs, investisseurs à leur emboîter le pas. Voilà, propos recueillis par Djonodi et Nestor. Au ministère de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, l'inventeur tchadien Idriss Abakar Mohamed a présenté ce vendredi au ministre Mohamed Nassour Abdoulaye le trophée qu'il a remporté à la première édition de la Coupe du Monde de l'entrepreneuriat tenue du 8 au 14 novembre 2019 à Riyad, en Arabie Saoudite. Reportage Yann Mouibi. C'est un trophée qui vient récompenser le génie créateur d'Idriss Abakar Mohamed qui a valablement représenté son pays à Riyad en Arabie Saoudite. En venant le présenter au ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, c'est une marque de reconnaissance qu'imprime l'inventeur. Recevant ce trophée qui a été âprement disputé, le ministre Mohamed Nassour Abdoulaye salue l'esprit de créativité des jeunes tchadiens. Nous pensons que la jeunesse commence à se prendre en charge, parce que ce n'est pas seulement les Européens qui peuvent innover. Nous aussi, les Africains et surtout les Tchadiens, on est aussi à mesure de rêver et puis réaliser nos rêves. En atteignant les quarts de finale lors de la première édition de cette compétition, Idriss Abakar Mohamed fait désormais partie du réseau mondial des 100 startups qui innovent dans le domaine technologique. La première Coupe du monde de l'entrepreneuriat de Riyad a enregistré les postulants venus de 180 pays, dont le Tchad et 5 autres pays africains. Jeune et créatif, Idriss Abakar Mohamed compte à son actif 5 inventions dont certaines sont déjà brevetées. Le ministère de l'élevage et des productions animales, à travers sa délégation provinciale de concert avec la commune du 1er arrondissement, organise la campagne de vaccination contre la PPR et la PPCB. C'est le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Diber Younous, qui a lancé officiellement cette campagne. Apolline Gani.
La péripneumonie contagieuse bovine est une maladie causée par un mycoplasme spécial aux bovins domestiques et sauvages. Cette maladie est caractérisée par des symptômes pulmonaires de la fièvre, de l'abattement, un déplacement lent, un appétit nul, une lactation arrêtée chez les vaches, des membres écartés, une diarrhée fétide fréquente, puis l'animal est épuisé et enfin survient la mort. Raison pour laquelle le gouvernement a mis en place un programme de vaccination des bovins et des caprins pour éradiquer cette maladie à l'horizon 2025. C'est dans ce sens que le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena est allé personnellement donner le coup d'envoi de la vaccination pour la ville de N'Djamena. Pour répondre valablement aux attentes des éleveurs et de leurs animaux, il est indispensable de s'armer davantage avec des connaissances et des méthodes efficaces et adaptées à notre environnement. D'après le dernier recensement de l'élevage, le Tchad dispose d'un cheptel de plus de 57 millions de petits ruminants et 16 millions de bovins. Ce cheptel constitue un moyen efficace de lutte contre la pauvreté et l'accès à la nutrition des populations à faible revenu. En santé humaine, la 5e caravane chirurgicale organisée par la Fondation Grand Cœur en collaboration avec le comité médical de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane se poursuit à l'hôpital de l'Amitié de Chine. Au 5e jour, les patients souffrant de différentes pathologies ont été pris en charge par le corps médical. Angal Toklok. L'hôpital de l'Amitié Chine. Nous sommes au 5e jour de la caravane chirurgicale de la Fondation Grand Cœur et du comité médical de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane, en abrégé WAMI. La prise en charge des patients se poursuit. Les différents services continuent d'enregistrer des personnes susceptibles de subir des opérations chirurgicales. On a tous les spécialités chirurgicales, chirurgie viscérale, oncologique, et chirurgie orthopédique et traumatologie, chirurgie urologie, chirurgie de pédiatrie et chirurgie esthétique. On a consulté plus que 1000 malades. Dans les différentes salles du bloc opératoire, la vingtaine de chirurgiens, d'anesthésistes et d'infirmiers venus de l'extérieur, appuyés par le personnel médical tchadien, redoublent d'ardeur pour prendre en charge le plus de malades que possible. L'objectif, selon les organisateurs, est d'opérer environ 400 patients. Déjà au 5e jour, un bilan est dressé. Il y a eu 512 patients qui ont été consultés et parmi ces 512, il y a déjà 270 interventions chirurgicales qui se sont déroulées. Nous sommes à 4 jours à 270 sur 130. Parti pour 10 jours, la caravane chirurgicale de la Fondation Grand Cœur et de l'ONG WAMI prendra fin le 28 novembre prochain. Les initiateurs signalent des difficultés mineures qui n'entachent en rien le bon déroulement de la caravane. Puis les travaux de l'atelier de formation sur les incoterms, entendez international commercial terme 2020, organisé par le Conseil des chargeurs du Tchad, ont pris fin hier. Objectif, outiller les participants à la maîtrise des fondamentaux des incoterms 2020 pour réussir leurs activités à l'international. Christelle Garlemdana. Outiller les participants sur la maîtrise des fondamentaux de l'international commerce terme Incoterm 2020 et à la gestion et le financement des projets pour réussir leurs activités à l'international ont constitué les axes de 2 jours des travaux. La nouvelle version des termes commerciaux normalisés vise avant tout à rendre ces règles plus accessibles pour faciliter son utilisation lors des négociations commerciales au niveau national et international. Le directeur général du centre Trémar de Dakar, Ousmane Touré, encourage les participants à la maîtrise des obligations réciproques des vendeurs et acheteurs dans le choix réglementation Incoterm. Le représentant du président du conseil d'administration du COC-Tchad, Al-Hadi Goni Bichara, indique que les Incoterms sont l'une des conditions du contrat commercial, d'où la nécessité pour les récipiendaires de mettre en pratique les connaissances acquises de cet atelier. La recherche croissante des voies et moyens pour assurer la fluidité du trafic et la facilitation du transport des marchandises préoccupe le ministère des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement. Je suis persuadé que vous avez reçu d'importants enseignements sur les sujets proposés par cet atelier
et que ces enseignements vous aideront à mieux vous prendre en face aux enjeux des échanges commerciaux internationaux qui sont vos tâches habituelles. La version 2020 inclut désormais les instructions détaillées pour choisir les règles des incoterms la plus appropriée à la transaction. Elle fournit aussi des informations claires sur l'articulation entre contrats de vente, de transport entre autres. L'ONG EVS, Espace Vert du Sahel, boucle sa caravane de sensibilisation et d'information. Les experts ont tout au long de la caravane échangé avec les participants sur les enjeux de la dégradation environnementale, les changements climatiques ou encore la pollution. Nobadumbaï Talomati. Après 2 semaines de campagne de sensibilisation et d'information sur les enjeux de la COP25, ONG EVS, Espace Vert du Sahel, boucle cette campagne par des interventions des enfants experts sur différents thèmes tels que la dégradation de l'environnement, de la biodiversité et le tarissement du lac Tchad. C'est depuis 1994 en fait que les gouvernements du monde se réunissent en fin d'année pour analyser et prendre des mesures pour la protection de notre environnement. La COP21 qui avait eu lieu à Paris, les États s'étaient engagés en fait à prendre des mesures pour protéger notre environnement. La conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP25 va rappeler aux pays signataires de l'accord de Paris les engagements pris afin de redonner un meilleur avenir à la planète. Ces arbres procurent de l'ombre, de l'oxygène que nous respirons. La plupart de nos médicaments sont fabriqués à base de ces arbres. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces arbres? Nous les détruisons pour en faire du bois, nous les détruisons pour en faire du charbon. Or, on peut utiliser le feu solaire pour cuire nos aliments. Selon l'experte de l'ONG Espace Vert du Sahel, l'ancienne mer paléo-tchadienne devenue lac Tchad joue un rôle très important dans le domaine socio-économique. Comme vous le voyez dans l'image, le lac Tchad avait une superficie de 25 000 km² en 1963. Si nous ne faisons rien et que la terre continue à se réchauffer, le lac Tchad va disparaître à coup sûr. Invité à cette cérémonie de fin de caravane de sensibilisation et d'information, Indou Oumaro salue l'engagement des jeunes tchadiens dans la recherche de voies et moyens en matière de lutte contre les changements climatiques. Et puis, dans le cadre de la vulgarisation de la loi portant réorganisation et gestion des organisations non gouvernementales, le secrétaire permanent des ONG et des affaires humanitaires, Dimessou Dimadi, a eu une séance de travail avec les différents acteurs intervenant dans les provinces du Kanem. Il invite les ONG au respect de cet instrument juridique. Laura Robert. L'impact des activités que mènent les organisations non gouvernementales au profit des populations est mitigé. Sur le terrain, en lieu et place des projets de développement qui sont recommandés dans le cadre de la résilience, ce sont plutôt des projets d'urgence qui sont mis en œuvre par les acteurs humanitaires. Peu suivi, ces organisations non gouvernementales exécutent les projets selon leur intérêt. Elles s'engraissent sur le dos de couches vulnérables. Et pourtant, les fonds qu'elles reçoivent sont destinés aux populations. Certains sont octroyés aux pays sous forme de crédit où l'État est appelé à rembourser. Que dire encore de leur agenda? Certaines mènent des activités contraires à leur feuille de route. Le monde des ONG n'est pas totalement sain. C'est un monde qui ressemble à une forêt touffue parsemée de labyrinthes où il est difficile d'y circuler. Dès lors, pour permettre aux populations d'accéder aux ressources octroyées par les bailleurs de fonds, un instrument juridique portant réorganisation et gestion des ONG est mis à leur disposition. Désormais, les ONG humanitaires doivent être évaluées par le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales et des affaires humanitaires. Quelle belle initiative vivement saluée par le gouverneur de la province du Kanem. C'est tout à fait normal que le gouvernement puisse contrôler la gestion et l'exécution des projets sur le terrain. Que l'impact de ces projets soit également vérifié. Il est tout à fait normal que les projets qui génèrent des milliards puissent également être redevables vis-à-vis de l'État tchadien. Le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales et des affaires humanitaires envisage d'étendre ses actions sur le terrain à travers ses antennes. Ces antennes auront à travailler en étroite collaboration avec les autorités administratives des différentes provinces.
Et puis, Equal Access, l'ONG américaine, a offert des bourses aux meilleurs jeunes formés en technique de plaidoyer et montage vidéo sur le smartphone au sud du pays, à N'Djamena et à Bol. Ces jeunes distingués par leur aptitude, leur projet et leur publication sur les réseaux sociaux reçoivent ces bourses afin de mener à bien leurs aspirations en vue de prévenir l'extrémisme violent et répandre la paix dans le pays. La Charte des Papa Désiré. Ces jeunes sont à l'honneur. Ces derniers qui reçoivent des bourses se sont démarqués des autres par leurs projets. Lesquels projets relatifs à la consolidation de la paix, de la cohabitation pacifique et de la lutte contre l'extrémisme violent. Notre souci est de vous doter de bourses qui vont vous permettre de mener à bien vos activités et d'atteindre les objectifs que vous êtes assignés par vos différents projets pour impacter positivement la société et les amener à être résilients face à l'extrémisme violent. Pour le directeur général adjoint du ministère des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, l'initiative est à saluer. Le gouvernement de la République du Tchad est préoccupé pour développer des stratégies pour encourager la paix entre les communautés. Par ces bourses et vos efforts sur les réseaux sociaux, vous allez participer à votre manière à cet effort collectif. Je vous encourage donc de garder l'élan pour vous faire valoir et bénéficier des opportunités que vous offre cette bourse. L'ONG Equal Access, à travers son projet Voix de paix, accompagne et valorise les acteurs de changement pour promouvoir la paix, la cohabitation pacifique, la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent au niveau local, international, via les réseaux sociaux. Et au bas de ce chapitre consacré aux organisations non gouvernementales, ce point de presse de la présidente de la Voix de la femme, Amira Tidjani Yaya, elle a fait ce point de presse pour lancer officiellement la campagne de sensibilisation des 16 jours d'activisme. Le thème choisi est « Génération, égalité, s'opposer au viol ». Suivez un extrait. Cette campagne a pour objectif principal rendre hommage au mouvement des femmes et à leur leadership pour leur rôle dans les préventions et l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles en général au cours de ces jours d'activisme. Ne laissez personne de côté. Appliquer une approche fondée sur les droits humains et privilégier des actions de prévention et d'élimination de la violence basée sur les genres en faveur des groupes de femmes et des filles les plus défavorisées. Et au courant de cette campagne de sensibilisation, plusieurs activités sont au programme, à savoir des séances de sensibilisation et d'information dans les établissements scolaires, des rencontres avec les femmes victimes, des échanges avec les responsables de la justice afin de plaider les cas des femmes en instance de jugement, des rencontres avec des femmes dans les localités de Toupra et de Ligna et dans la province de Hadjar Lamiz, des débats audiovisuels autour d'un panel des spécialistes afin de débattre sur la question du genre. Voilà un extrait sélectionné par Anastasie Bissi. Le préfet du département d'Al-Biha dans la province du Wadifira, Assil Dokomba Koso, a été installé dans ses nouvelles fonctions par le gouverneur Isaka Amat Arja. Reportage Omamat Salianour. Ce sont les différentes couches de population d'Arada, chef-lieu du département Al-Biher, sorties massivement à la place de la nation où s'est déroulée la cérémonie d'installation du nouveau préfet du département Al-Biher, Assil Dokomba Gossi, et c'est conformément au décret 1763 du 31 octobre dernier. Le gouverneur de la province de Wadifira, Isaka Ahmad Ardia, a dans son mot d'installation demandé le nouveau préfet à se mettre résolument au travail. Étant une zone d'agriculture et d'élevage par excellence, le gouverneur invite le préfet à promouvoir la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs. Isaka Ahmad Ardia n'a pas passé inaperçu le recouvrement de recettes de l'État, la protection de l'environnement et la scolarisation des enfants. Pour la réussite de sa mission, le nouveau préfet du département Al-Biher, Assil Dokomba Koso,
comptent sur le concours des uns et des autres avant de reconnaître que la tâche est rude. Monsieur le gouverneur, c'est avec une attention particulière que je viens de vous écouter. En retour, soyez rassurés de ma disponibilité d'œuvrer sans relâche pour le triomphe des nobles idéaux que véhiculent les institutions de la 4e République pour le bien-être de nos populations. Il est à noter que c'est le deuxième préfet depuis que la sous-préfecture nomade d'Arada est érigée en département. Conflit éleveurs-agriculteurs, on en parle encore malgré les efforts consentis par le gouvernement pour la stabilité dans l'ensemble du territoire national. Sur l'ensemble du territoire national, le phénomène ne cesse de faire des victimes. Au village Méou, une localité située à 44 km de Sarre, deux communautés se sont affrontées. Informé le gouverneur de la province du Logone oriental a fait le déplacement pour en savoir davantage. Ali Hala. Informé d'une altercation entre deux individus autour d'un champ ayant entraîné la mort de 3 personnes qui a failli dégénérer en conflit entre deux communautés dans le village Méou, dans la sous-préfecture de Komendo-Lebe, le gouverneur Moussa Haroun Turgo, à la tête d'une délégation des forces de défense et de sécurité du Logone oriental, s'est rendu sur le lieu du triste événement. Objectif, compatir avec les familles endeuillées, rétablir l'ordre et la sécurité, et enfin prôner la paix par une cohabitation pacifique entre les habitants du Férik et village Méou condamnés à vivre ensemble. 4 présumés sont arrêtés. Dans la peur de représailles, le village Méou s'est vidé de sa population. Après avoir réuni toute la communauté de la famille du vieillard, dont le corps est resté introuvable, le gouverneur Moussa Haroun Turgo a loué leur courage pour n'avoir pas engagé des actes hostiles. Toutefois, Moussa Haroun Turgo le rappelle à surmonter et laisser la justice faire son travail. Tous les voyous, soit ici, soit ceux qui sont en Niamey à tisser le feu, seront pris et traduits devant la justice. Depuis presque une année, le conflit éleveur-agriculteur s'est atténué dans le Logone oriental. Moussa Haroun Turgo a mis en garde tout fauteur de troubles et a ordonné les autorités à différents niveaux de rechercher les autres présumés auteurs de l'assassinat du sexagénaire pour qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions. Dans le département de la Tangilé-Ouest, le préfet a présidé l'érection du centre de santé de Bargadier 2. C'était une cérémonie couplée avec le culte d'action de grâce. Nédion Patricia. Pour tout être humain, la reconnaissance des bienfaits de Dieu en sa faveur est nécessaire. C'est suivant cette logique que ce culte de dédicace et d'action de grâce est organisé à Dieu le Tout-Puissant en premier et ensuite aux hommes de bonne volonté pour la réalisation de ces projets. Jadis, un centre de santé Bargadier 2, aujourd'hui transformé en hôpital évangélique de Kelo suite à l'arrêté numéro 517 du 15 juillet 2019 et après 24 ans d'existence. Cet hôpital permettra de développer davantage les outils d'évangélisation au Tchad, a souligné le président du conseil d'administration, Dr Garba Tchang Salomon. Il exhorte les fidèles chrétiens de continuer à travailler aux côtés du gouvernement en vue d'apporter des soins de qualité à la population tchadienne. Dans le même élan, le président du bureau général de l'église évangélique du Tchad, le révérend pasteur Tao Élysée, a indiqué que la santé de l'homme est l'une des préoccupations de l'église évangélique du Tchad. Le médecin-chef du district sanitaire de Kelo, représentant son délégué, s'est dit disposé à collaborer avec le conseil d'administration de l'ET pour la bonne marche de cet hôpital. Officiant la cérémonie, le préfet de la Tangilé-Ouest déclare que le gouvernement est disposé à accompagner les initiatives de l'ET. Il demande par ailleurs aux fidèles chrétiens de cultiver l'amour et l'unité. Et puis l'Organisation pour la protection de la femme en collaboration avec le Fonds national d'appui à la formation professionnelle forme les jeunes volontaires de la commune du 8e arrondissement en soudure pour leur permettre de s'intégrer dans la vie active. Ahmad Ngarasta. Considéré comme fer de lance de la nation, pourtant cette jeunesse est confrontée à de nombreuses difficultés, notamment le chômage et le sous-emploi.
Pour répondre à ce problème, un système de formation en adéquation avec l'emploi s'impose. C'est dans cette optique que l'Organisation de bienfaisance pour la protection de la femme et de l'enfant, en partenariat avec le Fonds national d'appui à la formation professionnelle, forme 12 jeunes volontaires de la commune du 8e arrondissement. Durant 9 mois, ils seront outillés en soudure métallique afin de leur permettre de s'intégrer dans la vie active. Le coordonnateur général de l'Organisation tchadienne de bienfaisance pour la protection de la femme et de l'enfant, Sabre Hashim Adam, souligne que son organisation créée en 2009 œuvre dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'assainissement. Le FONAP entend accompagner les jeunes dans la promotion de l'emploi, affirme la chef du service d'études des projets d'insertion et d'accompagnement du Fonds national d'appui à la formation professionnelle. La crise généralisée de l'emploi constitue l'une des préoccupations majeures du gouvernement de la 4e République. Les seules voies de recours pour y faire face demeurent la qualification professionnelle et le FONAP s'inscrit dans cette optique. Ce mécanisme mis sur pied vise l'amélioration de l'accès à la formation en compétences professionnelles susceptibles de faciliter l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Religion, prélude au 50e anniversaire de la rencontre sacerdotale et religieuse des Africains au Tchad, le comité d'organisation de la dite manifestation a animé une conférence de presse pour informer le public sur l'importance de cet événement. Moussa Mboudouf Abdoulaye. Cette conférence de presse annonce la célébration du 50e anniversaire de la rencontre sacerdotale et religieuse des Africains au Tchad, Resrat, un événement religieux qui servira de plateforme aux prêtres africains vivant au Tchad de renforcer leur vocation d'évangéliser l'Afrique par les Africains. Prévu du 26 au 30 novembre prochain à la paroisse Sacré-Cœur de N'Djamena, cette rencontre sera un rendez-vous du donner et du recevoir entre les religieux. Nous avons prévu à 9h une conférence d'ouverture qui porte sur la vision prophétique de la Resrat. C'est Monseigneur Edmond, archevêque de N'Djamena, qui doit nous donner cette conférence. Il y aura aussi les témoignages de ceux qui ont été membres depuis, si ce n'est pas depuis 68, mais les années 70 quelques, qui ont été membres, qui vont nous donner un peu ce qu'ils ont vécu. La Resrat est créée en 1968 par un groupe de séminaristes et prêtres en service dans les 4 diocèses du Tchad. Il vise à enraciner l'évangile dans les cultures et les mentalités des Tchadiens et développer chez les chrétiens leurs responsabilités pastorales. L'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed a été célébré par les femmes Zulema. Mohamed Suleiman, reportage. De la même manière que les autres fidèles musulmans, les femmes musulmanes se sont retrouvées pour célébrer avec enthousiasme et ferveur l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, sur l'initiative de la Ligue des femmes oulémas et prédicatrices. La salle de conférence de la grande mosquée Roi Faisal de N'Djamena affiche complet. La présidente du comité d'organisation, Zara Abakar, a salué cette forte mobilisation tout en remerciant les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad pour leur appui multiforme aux femmes de la dite organisation. La présidente de la Ligue des femmes oulémas et prédicatrices, Zainab Youssouf Adam, a quant à elle mis l'accent sur l'amour du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Elle a aussi saisi cette opportunité pour prodiguer des sages conseils à ses sœurs musulmanes. Le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad s'est réjoui de cette initiative. À la fin de cette cérémonie, une prière est dite pour que Dieu le Tout-Puissant bénisse les peuples tchadiens. À Amtiman, dans la province du Salamat, les lauréats de la 3e promotion de l'école coranique du centre Oubi ont été primés par leur responsable, Mahamat Abdelbanat. Au total, ce sont 18 apprenants à être primés ce mercredi 20 novembre lors d'une cérémonie qui a vu la présence des autorités civiles, traditionnelles, religieuses ainsi que des parents et des centaines de fidèles musulmans. Après le mot de bienvenue du secrétaire général du centre d'apprentissage Habib Oumar Yaya, le cheikh Mohamed Idriss Nama a pris la parole pour exhorter les parents à convenablement s'occuper des études de leur progéniture avant de les inciter à promouvoir la cohésion sociale.
L'imam Ibrahim Abdoulaye, représentant le Conseil supérieur des affaires islamiques, branche du Salamat, a précisé que son institution reste disponible à appuyer les Khalwa. Le maire de la ville d'Amtiman, Ahmada Ibrahim Akasha, représentant le gouverneur de la province du Salamat, a demandé aux parents d'envoyer les enfants dans les institutions de formation. L'autre événement à Amtiman, c'est aussi la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, organisée le mardi 19 novembre à la mosquée Al-Nour au quartier commerçant à Amtiman. Les fidèles musulmans se sont massivement mobilisés pour les festivités qui ont offert l'occasion à plusieurs leaders religieux de prendre la parole tour à tour pour présenter la biographie du prophète alayhi salam et convier les fidèles au respect des principes de l'islam. L'imam Ibrahim Tom Younus, président des imams de la province, a remercié tous ceux qui ont contribué à l'organisation des festivités. Un sport football saison sportive 2019-2020 de la ville de N'Djamena. Le coup d'envoi sera donné demain samedi 23 novembre au stade Idriss Mamato Ouya. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse fait par le président de la Ligue provinciale de football de N'Djamena, Maïna Amat. Maïna, un extrait. Nous avons été élus sur la base d'un programme axé sur la relance de notre sport roi et qui a suscité l'approbation de tout le monde. La confiance placée à mon équipe nous interpelle car nous n'avons pas droit à l'échec. Amis sportifs, le samedi 23 novembre 2019 marque le jour de lancement de la saison sportive. Un menu très alléchant sera offert au public. On peut citer entre autres un grand défilé qui verra la participation de toutes les équipes affiliées à la Ligue, un match des anciens Gaulois qui ont marqué l'histoire de notre football. La Super Coupe opposera Ascot à Elec Sport. La relance demande la participation de tout le monde. C'est pourquoi j'invite le public ndjamenois à sortir massivement le samedi 23 novembre à partir de 13h au stade Idriss Mamato Ouya. On invite toutes les entreprises de se joindre à nous. Voilà, et c'est avec ce point de presse que s'achève cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes et très bon début de week-end. Bonsoir.